Bonjour. Euh, D'abord, je voulais remercier tous les organisateurs et les intervenants du colloque qui m'ont permis de venir aujourd'hui, parce que tout le monde a modifié le programme pour que je puisse vous parler cet après-midi. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Ça fait 15 ans, en fait, que je travaille avec des équipes de médecins, principalement des généticiens, à Paris, à Rouen et à Lyon. Et ces généticiens, pour beaucoup, pratiquent, ou en tout cas reçoivent en consultation des couples qui s'interrogent sur le risque qu'ils ont à transmettre une anomalie génétique à leurs enfants. Et en particulier, je me suis beaucoup intéressée aux anomalies génétiques qui confèrent simplement un risque de maladie et un risque variable. C'est-à-dire que ça peut être un risque de 40% d'avoir un cancer du sein ou des ovaires, ça peut être un risque de 35% d'avoir un cancer du côlon, ça peut être des risques divers. Voilà. Et la manière que j'ai de travailler avec ces médecins, c'est en général, notamment avec une sociologue qui s'appelle Simone Bateman, avec qui on a monté une enquête de terrain. Donc c'est une manière de travailler qui s'appelle de la philosophie de terrain, où on collabore vraiment avec les personnes. On fait des enquêtes qualitatives, notamment auprès des patients et auprès des médecins, avec les méthodologies de la sociologie, pour essayer le plus possible de savoir quelles questions éthiques sont posées sur le terrain, et pas à partir de textes théoriques ou de réflexions qui sont théoriques. Alors, j'ai bien aimé la question de ce matin, ou la remarque de ce matin, d'une personne qui expliquait que quand même la naissance était quelque chose d'absolument biologique, et puis que elle s'inscrivait pourtant dans des problématiques qui étaient politiques, qui étaient sociales, qui étaient culturelles, qui étaient historiques, qui étaient économiques. C'est vrai que pour nous, les êtres humains, ce phénomène biologique s'inscrit dans une société, une culture. Et le problème auquel sont confrontés les parents que j'ai pu rencontrer, ou les couples que j'ai pu rencontrer, c'est le problème que ce qui habituellement se fait dans l'intimité, qui est d'avoir le projet d'avoir un enfant et puis de mettre une grossesse en route, ben pour certaines personnes, c'est pas possible, ou en tout cas c'est difficile. Parce que justement, il y a cette question de savoir si on ne va pas transmettre à ses enfants quelque chose qui est quelque chose de mauvais, quelque chose qui est une anomalie génétique et qui est de toutes les façons, quel que soit le risque, qu'il soit un risque faible ou un risque élevé, c'est quand même un risque de quelque chose de pas bon, qui est une pathologie. Et quand on a le souhait ou l'envie d'avoir un enfant, on n'a pas envie de lui transmettre quelque chose qui est une maladie ou un risque de maladie. Du coup, le problème, c'est que ces couples sont confrontés à différentes normativités. Alors là, j'ai mis une photo du juriste qui se penche dans le code de la santé publique, puisque ces couples sont confrontés à des normes qui sont des normes juridiques et légales, qui présentent ce qui est autorisé ou interdit en France. Ils sont plus ou moins directement confrontés à des normes qui sont des normes de bioéthique. Donc là, j'ai mis la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme de l'UNESCO de 1997. Il y a aussi une convention d'Oviedo qui est importante, qui est au niveau européen et qui propose de grands principes, notamment le fait que nulle personne ne peut être l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques. C'est un grand principe éthique qui est affirmé à la fois par l'UNESCO et par la déclaration, par la Convention d'Oviedo. J'ai mis aussi les références à deux, ici la Human Genetics Commission et puis aussi le CCNE pour la République française. Il y a aussi un encadrement bioéthique qui n'est plus international, mais qui est cette fois-ci national, et qui propose aussi des normes d'éthique et de bioéthique qui encadrent les pratiques. Et ces normes, elles proposent un encadrement qui est proposé soit au corps médical, soit à différents professionnels de santé comme les conseillers généticiens, mais dont les parents
Et les couples peuvent aussi avoir entendu parler, soit par le biais d'associations, soit parce qu'ils sont informés, parce qu'ils lisent la presse, ils écoutent les médias, etc., etc. Et notamment, dans mon exposé, ce que je vais faire à un moment, vous verrez, c'est que je vais comparer cet encadrement entre ce qui a été proposé par un avis du Comité consultatif national d'éthique français et, pour le même sujet, c'est-à-dire le DPI et le DPN, pour les cas de prédisposition à des cancers, par la Human Genetics Commission, qui est l'équivalent du CCNE, mais au Royaume-Uni. Et puis, on va comparer un peu les deux, parce que vous verrez que le traitement de l'autonomie des parents est vraiment différent selon les deux pays. Alors, pour introduire mon propos, j'ai mis aussi une bande dessinée de Claire Bretéché, qui est extraite d'un ouvrage qui s'appelle Les mères en 2007. Vous voyez une mère qui va chez un docteur qui lui dit bah voilà, j'ai le résultat de votre amyosynthèse, tout va bien, pas de mongolisme, aucune aberration chromosomique, c'est un garçon. La mère dit mais ah bon, mais moi j'avais pris une fille. Il continue, le généticien ou le médecin, en disant il a les yeux bruns, probablement myope. Elle dit mais brun, pourquoi brun? Il sera sans doute de petite taille, avec une légère tendance à l'embonpoint. Elle réagit en disant mais mon mari est grand, mince, moi-même il sera plutôt porté à la rêverie qu'à l'action, un enfant bien sympathique. Puis on se rend compte que plus le médecin décrit l'enfant, plus l'enfant ressemble au médecin. Vous voyez, la bande dessinée. La femme panique, oh là 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 là, et le médecin continue, c'est tout ce que je peux vous dire dans l'état actuel des connaissances. Elle se demande mais vous êtes bien sûr que c'est mon dossier? Est-ce que je peux appeler mon mari? Donc elle appelle, elle parle, et puis la chute, c'est docteur, nous ne le prenons pas. Où là, on voit quand même que la problématique éthique du côté des parents, des couples et des femmes qui sont concernés par cette situation, c'est un peu la figure de la consommation d'enfants. C'est l'enfant qui est l'objet du désir des parents, qui se représente un enfant comme ci, comme ça, qui forge une image idéale d'un enfant qui supporterait comme ça tous ces fantasmes, tous ces désirs des parents, et par rapport auxquels, justement, il y aurait en éthique besoin de protéger l'enfant de ce regard trop consommateur des parents et trop je fais de mon enfant un objet de mon désir, et s'il ne correspond pas à ce désir-là, qu'est-ce que je vais faire de cet enfant-là? Et ça, on le ressent. On le ressent quand on travaille sur la question, parce que souvent, dans la littérature d'éthique et de bioéthique, il y a quand même une espèce de soupçon à l'égard justement d'une forme d'égoïsme des parents ou de considération des limites éventuelles qu'il faudrait porter à leurs désirs, à leurs souhaits ou à leur autonomie vis-à-vis des enfants qu'ils pourraient avoir. Donc vous voyez, ces parents, ils sont quand même soumis à des types de normativité différentes par rapport auxquelles il va falloir qu'ils fassent leur parcours, qu'ils fassent leur chemin, et qu'ils arrivent à prendre des décisions. Donc la question que j'ai posée ici, c'est comment concilier, et j'ai mis en théorie et en pratique, puisque c'est la question que vous avez soulevée tout à l'heure pendant la première intervention aussi, de savoir comment est-ce qu'on fait en pratique les normes légales, les normes morales et le désir des parents, et aussi l'éthique médicale. Puis j'ai mis la devise Shadok de la semaine qui est « S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Alors, j'ai fait un petit schéma pour récapituler le déroulement d'un diagnostic préimplantatoire, puisqu'on a vu dans la première intervention le diagnostic prénatal. Et je me suis dit que diagnostic préimplantatoire, je pouvais quand même mettre une diapo pour rappeler ce que c'est. Donc là, c'est dans le cadre d'une fécondation qui est faite in vitro. Dans le diagnostic prénatal, l'enfant, il a déjà été conçu. Et les diagnostics se font alors que la grossesse est en cours. Tandis que le diagnostic préimplantatoire, il se fait sur un embryon qui est obtenu in vitro. On prélève une cellule de cet embryon, on fait les analyses génétiques diverses et variées pour les anomalies génétiques que l'on cherche, et les embryons
qui portent cette anomalie génétique, en général, sont détruits, et on réimplante uniquement des embryons qui ne sont pas porteurs de l'anomalie génétique qui est recherchée. Et là, il y a une grossesse qui se poursuit, avec des taux différents de succès de grossesse, avec le fait que pour certaines grossesses, il faut refaire un DPN en plus pour vérifier la présence ou pas d'anomalie génétique, etc., etc. Mais grosso modo, c'est la technique. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de l'encadrement juridique, puisque c'est le premier ensemble de normes auxquelles on a affaire. Donc, le DPN et le DPI sont autorisés par la loi uniquement dans le cadre d'une maladie d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic et avec un risque avéré pour l'embryon ou le fœtus. Et on l'a vu tout à l'heure, ce sont des CPDPN qui sont habilités à répondre favorablement ou défavorablement à la demande des parents. Toute la question éthique de tout le monde, que ce soit du côté médical ou que ce soit du côté des patients, mais même du côté des législateurs et des bioéthiciens, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ces critères? C'est-à-dire une maladie d'une particulière gravité, c'est quoi? Les normes qui vont permettre d'évaluer la gravité, est-ce qu'elles doivent être médicales? Est-ce qu'elles doivent être relatives à la vie quotidienne des parents? Est-ce qu'elles doivent être existentielles? Est-ce qu'elles doivent être relatives à des données qui sont quantifiables? Est-ce que c'est du domaine du qualitatif? Comment est-ce qu'on va évaluer cette particulière gravité de la maladie? Même chose sur l'incurabilité, incurable absolument ou incurable avec des séquelles ou incurable avec des soins à vie, incurable comment? Et le risque avéré pour l'embryon et le fœtus, de la même manière, avéré, c'est un mot pour dire qu'il y a un risque avéré, mais on ne nous dit pas de combien est ce risque-là. Alors, les juristes et les médecins qui travaillent sur la question sont assez à l'aise avec le fait que ces critères-là sont ambigus précisément parce que ça permet la réflexion éthique. C'est-à-dire que au moins, on a des critères, mais comme on ne sait pas vraiment les interpréter de manière univoque, on est obligé de discuter, on est obligé de parler, on est obligé de réfléchir pour savoir si chaque cas particulier rentre dans la catégorie des maladies d'une particulière gravité incurable au moment du diagnostic avec un risque avéré ou pas. Et ça, du point de vue éthique, c'est bien plus favorable au fait qu'il y ait une réflexion et un engagement éthique des acteurs plutôt que d'avoir, par exemple, une liste de maladies où on aurait simplement à cocher telle et telle maladie, alors que la sévérité de la maladie peut être différente, alors que l'histoire de la maladie dans la famille est différente, alors que, etc. Il y a un certain nombre de facteurs qui restent de toutes les façons incertains, comme on l'a rappelé aussi tout à l'heure. Alors, j'ai mis une diapositive, elle est en anglais, mais je vais vous la dire en français, qui permet de mieux comprendre ce qu'on entend par particulière gravité d'une maladie dans le contexte des cancers héréditaires dont je suis plus spécialiste. Donc, il y a 3 degrés de gravité qui sont distingués. Les maladies très graves sont des maladies qui arrivent très tôt dans la vie. Donc, typiquement, une maladie chez un enfant, c'est considéré comme une maladie plus grave qu'une maladie qui arrive chez un adulte. Il faut aussi qu'il y ait presque 100%, vous voyez, de risque d'apparition de tumeurs. Une maladie est très grave si le risque d'apparition des tumeurs est vraiment proche de 100% ou de 100%, avec plusieurs sites différents d'apparition des tumeurs et très peu de possibilités pour faire un diagnostic précoce et des thérapies. Donc là, on est dans le cadre de maladies considérées comme très graves, et un exemple de maladie, c'est l'ifroménie. Après, en deuxième, il y a des maladies qui effectivement arrivent chez l'enfant, mais le risque tumoral, cette fois-ci, il n'est pas vraiment proche de 100%, il est plutôt intermédiaire,
Et là, les sites des tumeurs, ils sont plutôt localisés. Il peut y en avoir plusieurs, mais ce ne sera pas des tumeurs dans énormément d'organes. Et il y a des possibilités de diagnostic précoce avec de la prévention et de la thérapie, mais avec des effets secondaires importants. Là, l'exemple, c'est le rétinoblastome. Et j'en reparlerai dans mon exposé, puisqu'il y a des personnes qui portaient une anomalie génétique associée au développement de rétinoblastome que nous avons pu interviewer dans nos études. Donc, le rétinoblastome, typiquement, c'est une maladie qui est associée avec des anomalies d'un gène particulier. Et en fait, elle atteint, des fois, les enfants naissent avec déjà des tumeurs dans les yeux. L'atteinte, elle peut être d'un œil ou elle peut être de 2 yeux. Et il y a aussi des enfants qui naissent avec aucune tumeur, qui ont quand même une anomalie génétique et qui ne développeront jamais aucune tumeur dans leurs yeux. Donc, vous voyez, le spectre du rétinoblastome, c'est vraiment selon les familles et selon les mutations, soit vraiment très sévère, où on a des enfants qui, du coup, ils sont opérés, par exemple, au laser, mais selon la place de la tumeur, ils peuvent soit perdre la vision d'un œil, soit un petit bout de vision périphérique. Enfin, selon les cas, c'est vraiment très divers. Donc, ça peut être vraiment une sévérité une sévérité de la maladie qui est très différente selon les anomalies génétiques en jeu et selon la famille. Il y a aussi des familles dans lesquelles, même si on est porteur de l'anomalie génétique, on ne développera pas ces tumeurs du tout. Vous voyez, c'est vraiment très divers. Alors, ces maladies-là, elles sont classées par le rapport que je suis en train de commenter comme des maladies moyennement graves, c'est-à-dire entre 1 et 3 au milieu. Et puis, il y a des maladies qui sont considérées comme moins graves. Donc, elles arrivent plus tard, c'est-à-dire en général chez les adultes, avec le même risque haut à modéré avec des sites localisés, possibilité de diagnostic précoce, de prévention et de thérapie, avec souvent des effets secondaires sérieux. Et là, le type de maladie, c'est le cancer du sein et des ovaires dit héréditaire. Donc la grande différence entre le 2 et le 3, vous voyez que c'est quand même le fait que la maladie arrive de manière précoce chez l'enfant ou chez l'adulte, entre le numéro 2 et le numéro 3. Alors tout ça, vous voyez, ma diapositive ici, c'est la représentation médicale de la gravité de la maladie. Ça ne nous dit rien de ce que pour les parents pourrait être une maladie grave ou pour un couple. Ici, je suis en train de commenter la classification d'un rapport de l'Agence de la biomédecine et de l'INCa. D'accord, 2 institutions françaises qui ont justement eu besoin de classer en 3 catégories les cancers dans un rapport où ils réfléchissent sur la possibilité de répondre favorablement à des couples qui demanderaient soit du diagnostic prénatal, soit du diagnostic préimplantatoire pour éviter de transmettre des gènes associés à un risque accru de cancer à leurs enfants. Alors, on sait que des parents qui portent une anomalie génétique qui est associée à un risque accru de rétinoblastome demandent à recourir au DPN et ou au DPI. Et que leur demande, quand on lit les chiffres de l'Agence de la biomédecine qui sont publiés, en général, on y répond favorablement. C'est-à-dire qu'on estime que pour une maladie de grade 2 sur le schéma qui est représenté ici, on répond en général favorablement aux souhaits des parents. Pour le 3, c'est beaucoup plus controversé, c'est-à-dire qu'on sait qu'en France, il y a eu une autorisation au moins d'un diagnostic préimplantatoire pour un couple qui ne souhaitait pas prendre le risque de transmettre une anomalie génétique liée à un risque accru de cancer du sein et des ovaires à ses enfants. Mais vous voyez que là, la controverse éthique, et c'est là qu'on rejoint la question qui a été posée dans la salle de l'eugénisme, ça a été de se dire, mais est-ce qu'au fond, cette maladie-là, elle est vraiment d'une particulière gravité, et est-ce que c'est justifié du point de vue éthique de répondre favorablement à la demande de ce couple? Alors, j'ai pris ici 2 exemples de maladies graves
Donc, je rappelle simplement pour qu'on ait les idées claires, parce que ce sera 2 exemples qui vont revenir dans mon exposé. Donc, le rétinoblastome atteint le bébé ou le très jeune enfant. Une pénétrance très variable selon les familles, c'est ce que j'ai expliqué. Selon les familles, la maladie arrive parfois dans tous les cas ou simplement de temps en temps, même si on est porteur de l'anomalie génétique. Il y a une surveillance et des traitements au laser. Donc, en théorie, elle n'est pas incurable, cette maladie. Et le diagnostic et le DPN et DPI sont autorisés en général par les CPDPN. Vous voyez qu'à strictement parler, cette maladie, le rétinoblastome, ne rentre pas dans le cadre légal français. Elle n'est pas vraiment incurable et elle est d'une particulière gravité, mais pas au grade 1, elle est au grade 2. Okay, et j'ai pris donc cancer du sein et des ovaires qui apparaît parfois dès 20 ans dans les familles où il y a des prédispositions génétiques. De la même manière, une pénétrance variable selon les familles et aussi selon les études scientifiques, c'est-à-dire que selon, quand on fait des recherches, selon les publications, on voit que la hauteur du risque n'est pas estimée de la même manière dans toutes les publications. Donc quand on n'est pas un médecin ni un conseiller généticien, mais qu'on est un citoyen, on se dit, mais à quelle publication je vais me référer pour savoir quel risque j'encours. Et il y a possibilité de surveillance, de traitement préventif et aussi de traitement du cancer qui existe. Et on sait donc, je l'ai rappelé, qu'au moins un DPI a été autorisé. Donc, à l'issue simplement de l'examen de ces normes légales, on reconnaît une perplexité et aussi des désaccords entre les médecins que j'ai intitulé ici « Garant du respect de la loi », parce qu'une manière de présenter les CPDPN, c'est justement de dire, c'est justement pendant ces CPDPN que les médecins vont vérifier que la loi, justement, est bien respectée et que les demandes des couples restent bien dans le cadre légal qui est institué en France. Alors, est-ce que la bioéthique va nous permettre de lever un peu cette perplexité et est-ce qu'elle va nous permettre d'avancer un peu dans ce débat pour avoir des guides? Donc, c'est dans cette partie-là que je vais comparer l'encadrement bioéthique français et l'encadrement bioéthique au Royaume-Uni. En 2009, le CCNE a rendu un avis. Et dans cet avis, il est clair que les valeurs éthiques qui sont mises en avant sont la protection de la vie humaine et la prise en compte des souffrances attendues pour l'enfant. Protection de la vie humaine et prise en compte des souffrances attendues pour l'enfant. Le DPI, selon le CCNE, c'est une démarche de compassion pour les enfants qui pourraient souffrir de ces maladies, et j'ai mis entre parenthèses et leurs parents, parce que justement, le point de vue de la souffrance des parents est vraiment second par rapport au regard qui est tourné vers l'enfant. Du point de vue éthique, pour la France, ce n'est pas du tout un regard sur l'autonomie des parents qui est mis en avant. Parce qu'on ne considère pas la problématique éthique de la France, ce n'est pas comment on peut respecter l'autonomie des parents. Non, la problématique éthique de la France, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut éviter des souffrances à des enfants et au passage à leur famille. Vous voyez, c'est un regard qui est... c'est un choix qui a été fait et un regard dont il faut avoir conscience, parce que ce n'est pas le seul regard qui est possible. Alors, la notion de gravité de la maladie est centrale, puisqu'on est dans une démarche de compassion pour l'enfant, et elle doit être, ça c'est important, elle doit être estimée par des médecins. C'est-à-dire que d'après l'avis du CCNE, l'expérience de la maladie du couple est seconde, et vraiment, si on veut savoir, si on se dit que du point de vue éthique, ce qui légitime le recours à un diagnostic prénatal ou à un diagnostic préimplantatoire, c'est la gravité de la maladie. Le diagnostic anténatal n'est justifié d'un point de vue éthique que pour des maladies qui sont graves. Eh bien, en fait, cette gravité de la maladie, selon le CCNE, c'est au médecin, avant tout, de l'estimer, et pas au couple. C'est pas au couple de dire ma conception de la maladie, c'est que c'est une maladie qu'il faut à tout prix éviter parce qu'elle est particulièrement grave. Non, il faut faire appel à des critères qui sont objectifs et qui sont les critères que j'ai rappelés dans les diapositives précédentes.
Ok. Alors, du côté de la bioéthique, les choses sont différentes. Pardon, voilà, j'ai été interrompue. Alors, du côté du Royaume-Uni, les choses sont différentes. Donc, j'ai rappelé ici simplement que la Human Genetics Commission, c'est un organe de conseil pour le Royaume-Uni qui étudie les questions éthiques, légales et sociales soulevées par les développements de la génétique humaine. En fait, c'est comme un CCNE, mais spécialisé uniquement sur la génétique. Et donc, le regard du Royaume-Uni est complètement différent de celui de la France, puisque eux mettent l'accent sur l'autonomie reproductive des couples. Cette commission souligne l'importance de prendre en compte leurs expériences et leurs opinions, leurs expériences personnelles et familiales de la maladie, leurs opinions sur la meilleure manière d'avoir un enfant dans une situation donnée ou sur ce qu'il convient absolument d'éviter. Et si la gravité de la maladie est un élément important de la décision, ainsi que l'opinion des couples, leur situation sociale et familiale, c'est aussi un élément important de la décision. C'est-à-dire que pour estimer, d'un point de vue éthique, si le recours au diagnostic préimplantatoire est légitime, le Royaume-Uni va vraiment avoir une perspective axée sur l'autonomie reproductive du couple et sur les différents facteurs autres que médicaux qui vont permettre d'estimer la situation dans laquelle ils sont. Et ce qui va être recherché, c'est justement de respecter cette autonomie. Et en bioéthique, on considère que l'autonomie reproductive des couples est très importante. Il s'agit de respecter les opinions réfléchies des personnes, les fins qu'elles ont définies, et surtout, cette fin particulière qui concerne le fait d'avoir des enfants. Parce que si parmi les fins humaines, il y a une fin qui est particulièrement importante, une finalité, un souhait, quelque chose qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'elle a une importance, etc., qui donne du sens à la vie, c'est bien le fait d'avoir des enfants. Donc l'autonomie reproductive est parmi toutes les formes d'exercice de nos choix et de nos libertés, une liberté particulièrement importante. Alors, respecter l'autonomie des couples, ça induit des obligations morales pour les médecins. Communiquer des informations quand elles sont disponibles et ne pas empêcher les options choisies par les couples. Et là, il y a une limite, c'est qu'il ne faut quand même pas qu'elles nuisent à un tiers. Et ce tiers-là, en général, c'est l'enfant. C'est-à-dire qu'ici, on va se dire une limite à l'autonomie reproductive des couples, ce serait justement l'intérêt de cet enfant qui va naître. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va être bien accueilli? Est-ce que les parents vont bien s'en occuper? Est-ce qu'il pourra grandir? Est-ce qu'il va être malade? Est-ce qu'il va souffrir, etc., etc. Et on reboucle aussi avec la perspective de la compassion pour l'enfant, puisqu'il est aussi ici central à l'intérêt éthique. Alors, je vous parle un petit peu d'une étude de terrain qu'on a faite du côté des couples, parce qu'avec ma collègue sociologue, on s'est dit, mais c'est bien joli, parce que du coup, on sait bien ce que pense la bioéthique, on sait bien quel est l'encadrement légal, mais au fond, les gens qui sont confrontés à ce type de choix, pour eux, comment est-ce que se posent ces questions d'éthique? Est-ce qu'ils ont d'autres questions d'éthique? Est-ce que ce sont les mêmes questions d'éthique? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes notions? Est-ce qu'ils rencontrent les mêmes problèmes? Comment ça se passe pour les couples qui sont concernés par cette problématique? Il y a un cancer familial, il y a un risque de cancer. Je risque de le transmettre à mes enfants. Quels sont mes choix reproductifs? Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais passer très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais si vous voulez, il y a des références bibliographiques à la fin, donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. La population, pour en dire deux mots, c'était essentiellement des personnes avec des anomalies génétiques associées au rétinoblastome et au cancer du sein et des ovaires. Et dans les interviews qu'on a menées, on leur parlait de l'histoire de la maladie dans leur famille, de l'impact qu'avait eu le fait de savoir qu'ils étaient porteurs et de l'acceptabilité pour eux-mêmes et aussi pour les autres personnes dans leur situation du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire. Alors, ce qu'on a trouvé notamment, c'est que, comme pour les médecins,
L'acceptabilité éthique du recours au diagnostic prénatal et préimplantatoire, ça dépend de l'évaluation de la sévérité de la maladie, de la gravité de la maladie. C'est la même clé éthique, si vous voulez. Mais, par contre, cette évaluation de la sévérité de la maladie dépend de l'expérience et de la perception de la maladie, à la fois personnelle et familiale. Donc, cette gravité de la maladie, elle ne se traduit pas en concepts médicaux, mais elle se traduit plutôt en manière dont on a perçu la maladie dans la famille, dont on a eu une expérience familiale de cette maladie. Et ce qui est aussi important, parce que ce sont des critères tout aussi objectifs que les critères objectifs qui sont utilisés par les médecins. Ce n'est pas une question ici de subjectivité des couples par rapport à une objectivité médicale. Ces catégories et ces oppositions ne marchent absolument pas du tout dans cette histoire-là. C'est que les critères médicaux qui sont utilisés par les familles sont retraduits en termes d'impact dans la vie de tous les jours. Et ici, j'ai mis par exemple un traitement lourd. Si c'est faire 1000 km par mois pour un contrôle pour un couple, eh bien, et si ça oblige un parent à arrêter de travailler, ben c'est un critère objectif. Et ça rend bien la maladie particulièrement sévère pour le couple, parce que la répercussion en termes de temps à passer dans les transports, en termes de coûts, en termes d'impact pour la vie familiale, il est tout à fait objectif et il est tout à fait important. Alors, allez, 3 minutes. D'autres critères sont ajoutés. La maladie affecte l'apparence, l'autonomie physique, la capacité, et ça c'est important, la capacité à accomplir ses devoirs. Elle a un impact sur le sens du soi, les interactions sociales, la capacité à faire face. Tout ça contribue à définir la sévérité de la maladie. Mais ce que je voulais surtout vous expliquer, et je vais du coup passer directement à ça, c'est que les personnes qui sont confrontées à ces maladies développent toute une interrogation éthique en termes de ce que je dois à mes apparentés. Et que toute cette interrogation éthique, elle est très très riche et elle est extrêmement importante pour leur choix. Et que ça vaut vraiment la peine d'être à l'écoute de la manière dont toute cette vie éthique est en jeu, les anime et préoccupe les personnes qui sont dans cette situation difficile. Donc pour les personnes qu'on a rencontrées, le DPN et le DPI sont acceptables ou pas si les traitements et la prévention imposent un fardeau trop lourd à la famille. Il y a cette idée de poids à porter, non seulement pour la personne concernée, mais vraiment pour l'ensemble de la famille. Donc avec des items du type « ça demande trop à mon épouse, elle ne supporte plus la surveillance du bébé » ou alors « je ne peux pas imposer à mes enfants le fardeau d'avoir une maman sous chimiothérapie ». Si transmettre le statut de porteur à ses enfants avec tous les problèmes et les dilemmes qui lui sont associés est considéré comme un fardeau inacceptable. Les personnes vont considérer que ce n'est pas simplement le fait d'être malade ou pas qui est un problème. Et ce n'est pas simplement le fait de transmettre une maladie à ses enfants qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est aussi de transmettre un statut de porteur. C'est-à-dire que ce statut de porteur d'une anomalie génétique dont on ne sait pas si la maladie va apparaître ou pas, qui impose un certain nombre de surveillances et qui impose aussi de se poser des questions sur est-ce que j'ai le droit moral d'avoir des enfants ou pas, sachant que je peux leur refiler un mauvais gène, entre guillemets, selon leur expression. Tout ça, c'est des interrogations qui sont portées par les parents et qui vont déterminer leur avis sur est-ce que c'est acceptable que je prenne ce risque de transmettre ou pas. Et selon la manière dont ils vont répondre à cette question-là, ils vont déterminer s'ils préfèrent avoir un recours au DPN et au DPI. Et puis, je vais finir par détailler quelques devoirs moraux qui sont soulevés par les personnes qu'on a interrogées. Il y a déjà être dans le vrai avec son partenaire. Il y a la notion d'équilibre et d'égalité entre les enfants. Ça, c'est très important aussi parce que beaucoup de parents nous ont dit « Mais comment est-ce que je peux expliquer à mon premier enfant que pour lui, j'ai pris le risque
de transmettre l'anomalie génétique et que effectivement il a été atteint d'un rétinoblastome et que toute son enfance, ses 3 premières années de vie, ça a été très très compliqué et que du coup pour sa sœur ou son frère, j'ai fait un diagnostic préimplantatoire. Comment je vais pouvoir lui expliquer ça? Est-ce que c'est possible à expliquer et comment est-ce que je vais le faire? Et du coup, est-ce que j'ai le droit d'avoir recours, le droit moral, hein, d'avoir recours au DPN ou au DPI? Il y a aussi le devoir d'accompagner l'enfant, qui fait que si on a déjà eu un premier enfant malade et on sait ce que ça suppose, est-ce qu'on peut se dire, mais mon deuxième enfant, il va, enfin le premier va, je pourrais pas bien m'en occuper parce qu'il faudra que j'accompagne le second. Ou est-ce que comment est-ce que je vais pouvoir finalement faire face à tous les devoirs que j'estime avoir dans le cadre de cette étude de la famille? Donc, les parents eux-mêmes, c'est promis, j'ai fini. Les parents eux-mêmes parlent du fait que leur sens de la responsabilité se heurte souvent à un projet qu'ils qualifient eux-mêmes d'égoïste d'avoir des enfants. Et ils parlent du fait que l'essentiel serait de respecter ce que l'on peut supporter en tant que famille. C'est-à-dire, leur idée, c'est de se dire, si on veut continuer à être une famille, à être ensemble et à être une famille et à pas ruiner les relations qu'on a entre nous, faut qu'on arrive à questionner tous ces devoirs moraux et à essayer d'arriver à faire une espèce de tambouille éthique où on arrive à s'accommoder avec le fardeau de la maladie, les risques qu'on prend et ce qu'on estime devoir chacun, parents, enfants, couples, etc., les uns aux autres. Et le dernier mot que je dirais pour conclure, c'est que pour ces personnes-là, souvent, respecter leur autonomie, le fait que les autres respectent leur autonomie, c'est absolument essentiel parce que pour eux, c'est la seule manière de pouvoir supporter la décision qu'ils prennent. La décision est tellement difficile qu'ils se disent qu'il faut absolument qu'ils puissent librement prendre leur décision parce que comme elle est tellement difficile à porter, soit de courir le risque de transmettre l'anomalie génétique, soit d'avoir recours au DPN ou au DPI qui n'est jamais une décision facile, que cette décision-là qui est toujours difficile, il faut vraiment que ça puisse être la leur, parce que sinon, ils ont l'impression qu'ils ne vont pas pouvoir l'assumer, qu'ils ne vont pas pouvoir la vivre et qu'ils ne vont pas pouvoir supporter les choses. Merci, désolée. Merci beaucoup.